À 83 ans, je me tiens devant vous, une femme aux cheveux d'argent et aux mains sculptées par le temps. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est le poids d'une histoire qui vit en moi, aussi indélébile que les rides sur ma peau. Certain secrets portés si longtemps se fondent dans notre être, comme des ombres gravées par la vie. Avant de vous confier ce que j'ai gardé si longtemps, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Vos mots sont un pont vers mon passé. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un petit cœur, car chaque geste me donne la force de parler. Je m'appelle Hélène, née en 1940 et dans un coin oublié de l'Occitanie, Rive Claire, un village si discret que semblait effacer des cartes. À l'époque, la vie était une cage dorée pour les jeunes femmes comme moi. On sortait pas seul, on ne haussait pas la voix, on n'osait pas rêver au-delà des murs que la société nous imposait. Pourtant, dans cette prison silencieuse, mon histoire a pris racine. Mon père était pharmacien, le seul de la région. Ma mère s'occupait de la maison, donnait des leçons de piano aux jeunes filles de bonne famille. Nous menions une vie simple mais digne. Le respect était le mot que j'entendais le plus durant mon éducation. Hélène, comporte-toi avec respect. Hélène, parle avec respect. Hélène, habille-toi avec respect. J'avais 18 ans quand j'ai rencontré Antoine en 1959 lors de la fête nationale du 14 juillet à l'église principale. Il était différent des autres jeunes hommes. Il avait étudié dans la capitale régionale, parlait de choses que je ne connaissais que par les livres, les magazines qui arrivaient parfois dans notre ville surtout. Il était le fils de Monsieur Jérôme Vasseur, propriétaire de Textile Vasseur, l'homme le plus riche, le plus puissant de notre petite ville. Quand Antoine commença à me courtiser, mes amis ne pouvaient cacher leur envie. Mes parents pouvaient à peine contenir leur fierté. La fille du pharmacien épousant le fils du propriétaire de l'usine textile était le sujet de conversation de toute la ville. La cour fut rapide. Seulement 6 mois, à l'époque, ces choses ne se prolongeaient pas. J'étais éblouie. J'imaginais une vie de confort, de respect. Peut être même des voyages dans la capitale. Ça semblait un rêve tiré des magazines que je lisais. Mais vous savez comment certains rêves se transforment en cauchemars quand on s'y attend le moins. La première fois que je suis présentée à sa famille, je ressentis un frisson dans l'estomac qui n'était pas seulement la nervosité d'une jeune femme. Leur maison était la plus imposante de la ville, au sommet de la colline, avec une vue qui s'étendait à perte de vue. En montant l'escalier d'entrée, mes jambes tremblaient tellement que je pensais ne pas arriver en haut. Madame Cécile, la mère d'Antoine, m'accueillit avec une politesse froide. C'était une dame toujours vêtue de noir, depuis qu'elle était veuve de son premier mari. Oui, Monsieur Jérôme était son second mariage. Elle m'examina de la tête aux pieds, comme quelqu'un évaluant un tissu défectueux à l'usine. Mais c'était le regard de Monsieur Jérôme qui causa mon premier frisson de peur. Bien qu'à l'époque je ne savais pas comment l'appeler, c'était ce qu'on appelait un homme imposant, grand, toujours bien habillé, avec une moustache épaisse qui bougeait quand il souriait. Mais ses yeux ne souriaient pas. Il me regardait d'une manière qui me faisait me sentir déshabillée.
comme s'il pouvait voir à travers ma robe du dimanche, que ma mère avait spécialement cousue pour l'occasion. Alors, c'est vous la petite demoiselle qui a ensorcelé mon fils, dit-il, tenant ma main plus longtemps que nécessaire. Antoine a de la chance, beaucoup de chance. Pendant le déjeuner, Monsieur Jérôme posa des questions sur ma famille, mon éducation. Quand il apprit que j'avais un certificat d'enseignante, que j'enseignais aux jeunes enfants, il fronça les sourcils. Dites, après votre mariage, vous abandonnerez cela, n'est-ce pas? Une femme de la famille Vasseur n'a pas besoin de travailler. C'était pas une question. C'était un ordre déguisé. Antoine se contenta de hocher la tête en signe, d'accord? Sans me défendre dans les semaines suivantes, avec les fiançailles déjà annoncées, je commençais à passer plus de temps chez les Vasseur. Madame Cécile décida qu'elle devait me préparer correctement à être une épouse digne de son fils. Alors j'allais à la maison presque tous les jours pour apprendre à gérer une grande maison, recevoir des visiteurs importants, m'habiller, me comporter comme une vraie dame. C'est lors de ces visites que Monsieur Jérôme commença à trouver des moyens d'être seul avec moi. Au début, c'était des commentaires apparemment innocents sur ma beauté, sur la chance d'Antoine, puis vinrent les compliments plus audacieux sur mon corps, sur la manière dont ma robe m'allait. J'essayais d'éviter d'être seule avec lui. Mais dans une maison si grande, avec tant de pièces, c'était difficile. Monsieur Jérôme était habile, trouvait toujours un prétexte. Hélène, viens voir les tissus arrivés de Paris pour choisir pour ta robe de mariée. Hélène, je veux te montrer les bijoux de famille qui seront à toi un jour. Les attouchements commencèrent subtilement, une main sur l'épaule qui s'attardait un peu trop longtemps, des doigts qui frôlaient mon bras en me montrant quelque chose, un embrasement d'adieu qui durait plus que normal. Je me sentais mal à l'aise, confuse, imaginais-je des choses. Était-ce juste sa manière? Après tout, c'était un homme important, respecté par tous, qui me croirait si je disais quelque chose. Les choses empirèrent quand Antoine dut voyager à Paris pour des affaires de l'usine. Il serait absent 2 semaines. À la veille de son départ, Monsieur Jérôme tint à dire devant tout le monde ne t'inquiète pas, m'enfile. Je prendrai bien soin de ta petite fiancée pendant ton absence. Le 3e jour après le départ d'Antoine, Monsieur Jérôme apparut chez moi. C'était un après-midi chaud de février 1960. Ma mère donnait des leçons de piano. Mon père était à la pharmacie. Il entra, souriant, apportant un paquet. J'ai apporté un cadeau pour vous, Hélène, un tissu spécial arrivé de la capitale. J'ai pensé que nous pourrions aller à l'usine pour que tu vois comment il serait pour une robe. Mon cœur s'emballa. Je ne voulais pas y aller, mais comment dire non à mon futur beau-père, à l'homme le plus puissant de la ville, ma mère, en revenant, en le trouvant dans le salon, fut si honorée par la visite qu'elle me poussa pratiquement dehors avec lui, comme c'est gentil, Monsieur Jérôme, Hélène, prépare-toi vite. Ne fais pas attendre ton futur beau-père. Le trajet jusqu'à l'usine fut le plus long de ma vie. Dans la voiture, il parlait des affaires, de l'influence de la famille Vasseur, même dans la capitale régionale, de la chance que j'avais d'entrer dans une famille si importante.
quand nous arrivâmes, je remarquai que l'usine était pratiquement vide. C'était dimanche, seuls quelques gardes de sécurité étaient là. Il m'emmena à l'entrepôt, des tissus fins à l'arrière, du bâtiment principal. C'est ici que nous gardons les pièces importées spéciales que nous ne montrons pas à n'importe qui. Il verrouilla la porte derrière nous. Mon Dieu, le son de cette clé tournant dans la serrure résonne encore dans mes cauchemars à ce jour. C'est là que cela arriva pour la première fois. Quand j'essaie de crier, il couvrit ma bouche de sa main, dit des mots que j'ai gravés dans ma mémoire. Personne ne te croira. Je suis Jérôme Vasseur. Si tu dis quoi que ce soit, je mettrai fin au mariage, à la réputation de ta famille. Ton père ne vendra plus jamais un médicament dans cette ville. Ta mère perdra tous ses élèves. Vous devrez partir d'ici comme des chiens chassés. Tu seras une fiancée rejetée, une jeune femme dont on parlera. Quel avenir aurais-tu? Quand je rentrais chez moi, je m'enfermais dans ma chambre, pleurais jusqu'à n'avoir plus de larmes. Je me sentais sale, humiliée, trahie. Je pensais à le dire à ma mère. Mais ces mots martelaient dans ma tête. Il avait raison. Qui me croirait contre lui? Qui oserait confronter le puissant Jérôme Vasseur? J'essayais d'éviter d'aller chez les Vasseurs, inventant des excuses. Mais comment pouvais-je expliquer à ma famille, si fière du mariage approchant, comment pouvais-je dire à Antoine que son père, l'homme qu'il admirait, était un monstre? Et s'il ne me croyait pas, et s'il choisissait le camp de son père? Antoine revint de son voyage, apportant des cadeaux pour tout le monde. Pour moi, une parure de perles délicates ayant appartenu à sa grand-mère. Pour toi, notre cadeau de mariage, dit-il, mais en la chante. Un embrassement qui aurait dû être réconfortant, mais qui semblait des chaînes. Les semaines passèrent, les invitations de mariage imprimées dans la capitale, l'église décorée, et moi, maigrissant, pâlissant, chaque jour, souriant d'un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Ma mère l'attribuait à la nervosité d'une fiancée. Toutes les fiancées deviennent comme ça avant le grand jour, disait-elle, ajustant ma robe qu'il fallait reprendre à chaque essayage. Et Monsieur Jérôme continuait à trouver des moments pour me menacer, me toucher, me rappeler que j'étais entre ses mains. Après ton mariage avec mon fils, nous trouverons du temps pour nous rencontrer avec plus d'intimité, murmurait-il, quand personne ne pouvait entendre. Après tout, nous serons une famille, n'est-ce pas? Le mariage eut lieu en juin 1960 à l'église principale. Toute la ville y assista. Je marchais vers l'autel comme quelqu'un marchant vers la potence, cachant mon désespoir derrière le voile de mariée. Pendant la cérémonie, je regardais Monsieur Jérôme au premier rang, souriant comme le père fier que tout le monde pensait qu'il était. Je ressentis une nausée. Nous emménageâmes dans une maison que Monsieur Jérôme avait construite pour nous, non loin de la grande maison, pour garder la famille unie, disait-il. Antoine commença à travailler plus longtemps à l'usine, assumant plus de responsabilités, et j'étais piégée dans cette belle maison qui était une prison pour moi, attendant chaque jour le moment où la porte s'ouvrirait, où Monsieur Jérôme entrerait, utilisant la clé qu'il gardait pour les urgences. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblaient mes journées?
la terreur constante, le nœud dans l'estomac, le sursaut à chaque bruit à la porte. Je vivais dans un cauchemar, éveillée, ne sachant pas comment m'échapper, n'ayant personne vers qui me tourner. À l'époque, ces choses ne se disaient pas, ne se dénonçaient pas. Une femme qui accusait un homme puissant serait détruite avec toute sa famille. Mas ia sabéis ao fond de mon âme, que cela ne pouvait pas continuer, que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, je devrais trouver le courage de briser ce cycle d'abus, de silence. Je ne savais simplement pas comment, ni quand cette opportunité viendrait en 1961, je découvris que j'étais enceinte pendant un bref instant. Je pensais que cela changerait tout. Quand je le dis à Antoine, il m'enlaça avec des larmes dans les yeux, si heureux qu'il pouvait à peine parler. Nous allons être une vraie famille, dit-il, ses mains sur mon ventre encore plat. Je souris, un sourire sincère pour la première fois depuis longtemps, dans ma naïveté. Je pensais que maintenant Monsieur Jérôme me laisserait tranquille, qu'il respecterait la mère de son futur petit enfant, que mes prières avaient enfin été exaucées. Mais les choses ne sont pas si simples dans la vraie vie, n'est-ce pas? Il devint juste plus prudent, choisissant mieux ses moments, mais les visites ne s'arrêtèrent pas. Mon ventre grandissait avec mon désespoir. J'avais des cauchemars presque toutes les nuits. Parfois, je pensais à m'enfuir, disparaître dans la capitale, mais sans argent, sans soutien, sans personne pour m'aider, une femme enceinte seule au monde. Et mes parents, que deviendraient-ils quand Monsieur Jérôme se vengerait? C'est au 7e mois de ma grossesse que tout changea. C'était mars 1962. Il faisait une chaleur étouffante ce jour-là, le genre qui fait coller les vêtements au corps, qui rend tout plus difficile, surtout pour une femme portant un énorme ventre comme moi. Antoine avait voyagé pour finaliser l'achat de nouveaux métiers à tisser pour l'usine. La bonne était sortie faire des courses au marché. J'étais seule à la maison, essayant de me reposer un peu dans la chambre quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Je reconnus immédiatement les pas lourds montant l'escalier. J'essayais de me lever. Je voulais verrouiller la porte de la chambre, mais mon corps lourd me rendait trop lente. Avant que je puisse atteindre la serrure, Monsieur Jérôme entra avec ce même sourire qui glaçait mon sang. « Je suis venu voir comment va mon petit-fils, » dit-il, s'approchant du lit où j'étais assise. J'essaie de reculer, de protéger mon ventre avec mes mains, comme si je pouvais cacher le bébé de lui. S'il vous plaît, pas aujourd'hui. Supplie, je suis fatiguée, le bébé est agité. Il ignora mes mots, comme toujours. Il s'assit au bord du lit, posa sa main sur mon ventre. Ce sera un garçon, j'en suis sûre, un héritier fort pour les Vasseur. Tu fais bien ta part, Hélène. Quand ses mains commencèrent à glisser au-delà de mon ventre, quelque chose se brise al muy. C'était comme si une digue avait cédé, comme si toute la colère, la peur, l'humiliation que j'avais ravalée pendant tant de mois débordait soudainement. Non criai, repoussant ses mains avec une force
que j'ignorais posséder assez. Si vous me touchez encore, je dirai tout à Antoine, à Madame Cécile, à toute la ville. Il rit, un rire froid qui me glaça jusqu'aux os. Personne ne te croira. Ce sera ta parole contre la mienne. La parole d'une jeune femme hystérique contre celle d'un homme respecté par tous. Tu détruiras ta famille, ton mariage. Et pourquoi? Pour qu'on te montre du doigt dans la rue comme folle, opérée, comme la séductrice de ton beau-père. À cet instant précis, comme si Dieu avait enfin entendu mes prières, la porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. C'était Antoine. Il était revenu plus tôt de son voyage, voulant me faire une surprise. Son visage, en voyant son père assis sur notre lit avec ses mains sur moi, il registra d'abord de la confusion, puis une suspicion croissante. Père, que faites-vous ici? Demanda-t-il. La voix étrangement contrôlée, Monsieur Jérôme se leva calmement. Ajustant sa veste de costume, comme si rien d'inhabituel ne se passait, je suis venu voir comment vont ta femme, mon futur petite-fils. Tu devrais être reconnaissant de mon attention. Antoine me regarda, vit les larmes que je ne pouvais plus retenir, la terreur dans mes yeux, quelque chose s'éveilla en lui, une intuition peut être, ou simplement la vérité qui avait toujours été sous ses yeux, mais qu'il refusait de voir. Hélène, que s'est passé-t-il? Pourquoi pleures-tu? Demanda-t-il, s'approchant du lit. Ignorant son père, je regardais Monsieur Jérôme, qui me fixait avec un avertissement silencieux dans les yeux. À cet instant, quelque chose en moi se brisa et en même temps, quelque chose de nouveau naquit. Le courage du désespoir peut être ton père. Ton père m'a rendu visite quand tu n'es pas là. Il me touche. Antoine, depuis avant notre mariage, à l'usine, ici à la maison, quand je suis seule, les mots vinrent en torrent comme une digue rompue. Le visage d'Antoine se transforma sous mes yeux. La couleur quitta son visage, puis un rouge intense envahit sa peau. Je n'avais jamais vu cette expression sur lui. Auparavant, il se tourna lentement vers son père. « Est-ce vrai? » demanda-t-il, la voix presque méconnaissable. Monsieur Jérôme maintint sa pose de dignité, offensé. « Bien sûr que non. Ta femme est confuse, hormonale à cause de la grossesse. Je n'ai toujours eu que de l'affection paternelle pour elle. Tu le sais, menteur, criaille, toute la colère, l'humiliation de moi, explosant d'un coup, dis la vérité. Dis-lui ce que tu m'as fait dans l'entrepôt de l'usine quand il était à Paris. Dis-lui les menaces que tu as faites à ma famille. Dis-lui pourquoi j'ai tant maigri avant le mariage. Pourquoi je pleure en secret quand je pense que personne ne regarde. Antoine regarda de moi son père, son visage tordu par une agonie de doute. Monsieur Jérôme tenta une dernière manœuvre. Mon fils, vas-tu croire les accusations hystériques de cette fille ou la parole de ton père, moi qui ai construit tout cela pour toi, qui ai toujours mis notre famille au-dessus de tout. C'est à ce moment que quelque chose se produisit qui changea tout. La porte de la chambre s'ouvrit une fois de plus. C'était
Madame Cécile. Elle était pâle, ses mains tremblaient, s'accrochant au chambranle. J'ai tout entendu, dit-elle, la voix presque un murmure. Jérôme commente, as-tu pu, encore, pas encore, encore, répéta Antoine, se tournant vers sa mère. Madame Cécile entra dans la chambre, semblant soudain très vieille, très fatiguée. Ton père a fait la même chose à ma secrétaire, il y a 2 ans, et avant cela, à la nièce du comptable, j'ai fermé les yeux, j'ai prétendu ne pas voir, j'ai préservé le nom de la famille, mais je peux plus, pas avec la femme de mon fils, pas avec la mère de mon petit enfant. Ce qui se passa ensuite fut comme un tremblement de terre qui détruisit tout ce que nous connaissions, mais qui ouvrit aussi un espace pour que quelque chose de nouveau naisse des ruines. Partager cette partie de mon histoire, c'est comme revivre ce moment dévastateur. Mon cœur bat encore la chamade quand je m'en souviens. Si mon histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un petit cœur. Votre abonnement aide à porter ce message à d'autres femmes qui souffrent, peut être en silence en ce moment même. Maintenant, continuance. Antoine se précipita sur son père avec une fureur que je n'avais jamais imaginée chez cet homme toujours contrôlé. Monsieur Jérôme, surpris par la réaction de son fils toujours obéissant, n'eut pas le temps de se défendre. Ils roulèrent sur le sol de la chambre pendant que Madame Cécile criait pour qu'ils arrêtent. J'étais paralysée sur le lit, craignant pour le bébé, craignant pour Antoine, craignant pour ce qui viendrait après ce moment de vérité explosive. La plakar fut brutal Dashmaoublach furan tramverses. Du verre se brisa. Antoine criait des mots que je ne l'avais jamais entendu prononcer, des accusations, des malédictions contre son propre père. C'est Madame Cécile qui réussit finalement à les séparer. Se plaçant entre les deux, assise, cria-t-elle, avec une autorité que personne ne savait qu'elle possédait. Jérôme, sors de cette maison maintenant. Tu n'es plus le bienvenu ici. Ni nulle part où mon fils et moi serons. Monsieur Jérôme, avec une lèvre en sang, une veste déchirée, nous regarda tous avec haine. Vous le regretterez. Sans moi, sans mon argent, sans mon nom, que êtes-vous? Rien. Antoine, encore essoufflé, se leva du sol, sort de ma maison, de ma vie. Si j'entends que tu t'es approché de ma femme encore, je ne serai pas responsable de mes actes. Quand Monsieur Jérôme partit enfin, claquant la porte fort, le silence qui resta semblait trop lourd à supporter. Antoine vint au lit, s'agenouilla à mes côtés, prit mes mains dans les siennes. Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant? Tout ce temps où tu souffrais seul, ces larmes tombèrent sur nos mains jointes. J'avais peur, répondis-je, enfin, libérée pour dire la vérité. Peur que tu ne me crois pas, peur de ce qu'il pourrait faire à ma famille, peur de tout perdre. Pardonne-moi, murmura-t-il. La tête baissée, j'aurais dû remarquer, j'aurais dû te protéger. Madame Cécile s'approcha aussi, s'assit de l'autre côté du lit. Son visage, toujours si contrôlé, montrait maintenant toute la douleur, la honte qu'elle portait,
La faute est aussi la mienne, dit-elle. Je savais quel genre d'homme il était, mais j'ai choisi le silence pour préserver les apparences. Le nom de la famille, combien de femmes ont souffert à cause de mon silence? Combien de vies a-t-il détruites pendant que je regardais ailleurs? Cet après-midi de mars marqua le début de quelque chose de nouveau encore dans la chambre, avec les éclats d'une lampe brisée, éparpillée sur le sol. Nous fîmes un pacte. Nous trois, plus de silence, plus de soumission, plus de peur. Le lendemain matin, Antoine partit tôt. Il alla directement chez l'avocat de la famille, non pas pour étouffer l'affaire comme M. Jérôme s'y attendait certainement, mais pour engager des poursuites judiciaires. Il voulait la justice, voulait une protection pour moi, pour d'autres femmes que son père pourrait victimiser. Toute la ville le sut, bientôt, dans un petit endroit comme Rive-Claire. Les secrets de cette ampleur ne pouvaient être contenus. Il y avait ceux qui ne croyaient pas, qui prenaient le parti de M. Jérôme, le grand bienfaiteur de la ville. Il y avait aussi ceux qui trouvaient enfin le courage de parler d'autres femmes qui avaient vécu la même chose que moi. Madame Cécile, qui avait toujours vécu dans l'ombre de son mari, révéla une force qui surprit tout le monde. Elle divorça de M. Jérôme, quelque chose de presque inouï pour une femme de sa position à l'époque. Elle renonça au confort matériel, au statut social, à tout pour se tenir aux côtés de son fils, de sa belle-fille, tout pour faire ce qui était juste. Enfin, le procès fut long, douloureux. En 1962, des cas comme le mien arrivaient rarement aux tribunaux, étaient rarement parlés ouvertement. Nous étions des pionniers involontaires dans une lutte que beaucoup de femmes mènent encore aujourd'hui. En avril de cette même année, ma fille, Marianne, naquit. Quand je tins ce petit être parfait dans mes bras pour la première fois, je sentis que toute la souffrance en valait la peine. Si le résultat final était cet enfant parfait dans mes bras, Antoine pleura en la voyant. À cet instant, Jesús, que, malgré tout, nous avions une chance d'être une vraie famille. Le procès de M. Jérôme eut lieu en octobre 1963. 5 femmes, dont moi, témoignèrent contre lui. La pression sociale était immense. Nous recevions des menaces, des tentatives de corruption. On nous traitait de menteuses, de traîtresses, d'ingrates. Mais nous restâmes fermes. Ironiquement, c'est Madame Cécile qui fournit les preuves les plus convaincantes contre son ex-mari, des journaux qu'elle avait tenus pendant des années, enregistrant des dates, des noms, des incidents qu'elle avait vus ou appris, mais dont elle était restée silencieuse pendant longtemps. Mon silence m'a rendue complice, dit-elle devant le juge. Je ne peux pas défaire le passé, mais je peux aider à façonner un avenir où des hommes comme Jérôme Vasseur ne peuvent abuser de leur pouvoir impunément. Monsieur Jérôme fut condamné à 5 ans de prison. À l'époque, cela semblait une énorme victoire. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je sais que la peine était trop légère pour le mal qu'il a causé à tant de vies. Mais c'était 1963. Le simple fait qu'un homme de sa position sociale soit condamné était déjà révolutionnaire. La condamnation n'était que le début de notre voyage, pas la fin.
l'usine, sans son fondateur, connu des temps difficiles, Antoine prit le commandement, mais beaucoup de clients s'éloignèrent, ne voulant pas associer leur nom au scandale. Des employés fuhren licenties, des familles connurent des difficultés. Et pendant un temps, nous étions les méchants de l'histoire pour beaucoup de gens en ville, mais nous survécûmes. Et plus encore, nous commençâmes à reconstruire nos vies sur des bases plus solides, plus véridiques. Antoine et moi dûmes réapprendre à nous faire confiance, à construire un vrai mariage à partir des ruines de ce que nous avions avant. C'était pas facile. Il y avait des nuits de pleurs, des jours de silence douloureux, des moments où nous doucions si nous surmonterions tout. Madame Cécile emménagea chez nous, devenant une grand-mère présente pour Marianne et plus tard pour les 2 autres enfants qui vinrent. Elle ne se remaria jamais, consacrant le reste de sa vie à la famille et de manière surprenante à l'activisme social. Elle fonda l'un des premiers groupes de soutien pour les femmes victimes de violences dans la région, utilisant sa propre histoire comme exemple que le silence ne fait que perpétuer la souffrance. Cette confrontation dans la chambre, cet après-midi chaud de mars, n'était que le début d'une longue bataille, une bataille qui continuerait pendant des années, qui changerait le cours de nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais pu prédire. Mais c'était une bataille que nous menions ensemble, à découvert, sans plus de secrets ni de peur paralysante. J'avais seulement 20 et 1 an quand tout cela arriva. Une fille pratiquement forcée de grandir de la manière la plus douloureuse possible, mais et aussi une femme découvrant sa propre force, sa propre voix après tant de temps dans le silence. Après le procès, la condamnation de Monsieur Jérôme, la vie à Rive-Claire devint insupportable pour nous. Les gens nous regardaient dans les rues, chuchotaient à notre passage. Certains nous soutenaient silencieusement. D'autres nous traitaient comme si nous avions commis un crime. L'usine était en train d'échouer. De nombreux fournisseurs coupèrent les relations avec nous. Les clients annulaient les commandes. Le nom Vasseur, autrefois synonyme de respect, de pouvoir, était devenu un poison. C'est en mai 1964, quelques mois après l'instabilité politique, que nous prîmes la décision la plus difficile de nos vies. Antoine rentrait un soir, plus abattu que d'habitude. L'usine était sur le point de fermer ses portes définitivement cette nuit-là, assis à la table de la cuisine, après que les enfants, Marianne, déjà 2 ans, Pierre, notre second enfant, seulement 6 mois, furent endormis. Nous décidâmes qu'il était temps de recommencer ailleurs. Nous vendîmes tout ce que nous pouvions, la maison des Vasseurs, où Madame Cécile vivait encore, notre maison. Le matériel restant de l'usine, nous rassemblâmes le peu d'argent obtenu, partîmes pour Toulouse, la grande ville où nous pouvions être anonymes, où personne ne connaissait notre histoire. Nous recomeçamos de zero. Antoine, qui connaissait bien l'industrie textile, obtint un emploi de responsable de production dans une usine dans l'est de la ville. C'était rien comparé au statut que nous avions avant de propriétaire, à employer, d'une maison à un petit appartement de 2 chambres dans un quartier ouvrier. Madame Cécile vint avec nous à 58 ans.
Elle dut s'adapter à une vie complètement différente de celle qu'elle avait toujours connue. Les premiers mois à Toulouse furent effrayants. Le bras constante, la précipitation, l'impersonnalité de la grande ville. Moi, qui n'avais jamais travaillé pendant le mariage, d'abord par l'imposition de Monsieur Jérôme, puis à cause de la grossesse, d'HBB, dû trouver des moyens de contribuer. Je commençais à coudre à la maison, profitant des connaissances des tissus que j'avais acquises au fil des années. En 1966, quand Pierre avait déjà 2 ans, que Richard, notre plus jeune, venait de naître, je transformais le salon de notre appartement en un atelier improvisé. Je commençais par faire de petites réparations, puis des robes simples pour les voisins, jusqu'à ce qu'une cliente me présente à la propriétaire d'une boutique au centre-ville. C'était ma première grande commande, 10 robes à vendre dans sa boutique. Antoine m'aida à acheter une machine à coudre industrielle d'occasion. Nous travaillons ensemble pendant notre temps libre, lui coupant les tissus, moi cousant, Madame Cécile s'occupant des enfants, aidant avec les finitions. C'était une vie dure, de beaucoup de travail, peu de repos. Mais il y avait une profonde satisfaction à construire quelque chose de nouveau, quelque chose à nous, brique par brique. Tout ce temps, nous vivions dans la peur que notre passé nous rattrape. Nous utilisions uniquement le nom de jeune fille de la mère d'Antoine, les Brunes, laissant Vasseur derrière. Quand nous rencontrions de nouvelles personnes, nous créions des histoires vagues sur notre vie précédente. Nous venons de l'Occitanie rurale, Dijon, sans préciser davantage. Nous sommes venus chercher des opportunités en ville. En 1968, je reçus un appel téléphonique qui glaça mon sang. C'était une ancienne voisine de Rive-Claire, Hélène. Je pensais que tu devrais savoir, Monsieur Jérôme a été libéré. La peine a été réduite pour bonne conduite cette nuit-là. Je ne pouvais pas dormir. Je restais allongée à regarder mes 3 enfants endormis. Marianne, 6 ans. Pierre, 4 ans. Richard, 2 ans. Je ressentais une peur paralysante. Et s'il nous trouvait, et s'il essayait de se venger, et s'il essayait de faire du mal à mes enfants, Antoine essaya de me calmer. Nous sommes à Toulouse. Hélène, une immense ville. Il ne nous trouvera jamais ici. Et même s'il essayait, nous ne sommes plus cette famille effrayée. Nous sommes futsch maintenant. Nous sommes ensemble, mais la peur restait comme une ombre, toujours tapie. Je commençais à avoir des cauchemars fréquents. J'évitais de sortir seule. Je regardais constamment par-dessus mon épaule. Le fantôme de Monsieur Jérôme, même à des centaines de kilomètres, avait encore du pouvoir sur moi. C'est Madame Cécile qui me sauva cette fois, un après-midi, pendant que les enfants étaient à l'école, que Antoine était au travail. Elle s'assit avec moi dans l'atelier. Hélène, dit-elle, prenant mes mains dans les siennes, tu ne peux pas le laisser continuer à t'emprisonner, même de loin. Nous avons déjà perdu trop à cause de lui. Nous ne pouvons pas perdre aussi notre présent, notre avenir. Elle avait quelque chose à me montrer. C'était une nécrologie,
une petite note dans le journal de Rive-Claire. Jérôme Vasseur, 65 ans, ancien industriel, est décédé hier d'une crise cardiaque. Le corps a été enterré au cimetière municipal sans la présence de membres de la famille. Il est mort seul, dit Madame Cécile, sans famille, sans amis, sans l'empire qu'il a construit. Het is fini, Hélène, c'est vraiment fini. Je pleurais en lisant cette coupure. C'était pas des larmes de joie ou de tristesse, c'était des larmes de soulagement, de libération. C'était comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Dans les semaines suivantes, je commençais à mieux dormir, je commençais à sourire davantage, je retrouvais le plaisir dans les petites choses que j'avais oubliées, le goût d'un petit déjeuner dominical tranquille, le son des rires des enfants jouant, la sensation du soleil sur mon visage lors d'une promenade dans le parc, mon petit atelier grandit. J'embauchais 2 couturières pour aider avec le volume croissant de commandes. Antoine, voyant le succès de l'entreprise, commença à rêver de quitter son emploi à l'usine pour que nous puissions travailler ensemble. En 1969, nous fîmes le pas qui semblait impossible quelques années auparavant. Nous ouvrîmes notre propre usine de vêtements. C'était un petit entrepôt à Saint-Denis, très différent de l'imposant textile Vasseur. Nous commençâmes avec 3 machines industrielles, beaucoup de rêves. Antoine s'occupait de la partie administrative, des ventes. Je gérais le design, la production. Madame Cécile, même à plus de 60 ans, aidait à superviser les couturières, le contrôle de qualité. Les années 1970 commencèrent avec une vague d'optimisme pour nous. L'atelier prospéra, les enfants grandissaient en bonne santé. Nous avions réussi à acheter un appartement plus grand près du centre-ville. Les terreurs du passé perdaient lentement de leur force, se transformant en cicatrices, des marques permanentes, oui, mais qui ne causaient plus de douleur aiguë à chaque mouvement. La France vivait ce qu'on appelait le miracle économique. La mode nationale gagnait en force, encouragée par des campagnes comme Style français du gouvernement. Nous profitâmes du moment, nous agrandîmes l'usine, commençâmes à produire, non seulement pour des boutiques, mais pour des grands magasins. Nous embauchâmes plus d'employés, achetâmes de meilleurs équipements. C'est en 1972 que je reçus l'invitation qui changerait à nouveau le cours de l'histoire. Un magazine féminin connu à Toulouse voulait faire un article sur les femmes entrepreneurs. Une des journalistes avait acheté une robe de notre usine, avait été impressionnée par la qualité. Il voulait m'interviewer pour raconter mon parcours. Je paniquais. Comment pouvais-je raconter mon histoire sans révéler le passé que nous avions tant essayé de laisser derrière? Antoine et moi en discutâmes toute la nuit. Une partie de moi voulait refuser, continuer dans l'anonymat sûr que nous avions construit. Une autre partie, une partie qui grandissait de plus en plus, voulait parler, voulait être entendue. La décision finale vint d'une source inattendue. Marianne, alors âgée de 10 ans, surprit notre conversation. Elle ne connaissait que des fragments de notre histoire précédente,
des choses qu'elle avait captées dans les conversations d'adultes au fil des ans. Maman, dit-elle, entrant dans la cuisine où nous parlions à voix basse, pourquoi caches-tu toujours d'où nous venons? Avons-nous fait quelque chose de mal? Cette question innocente fut comme une bombe dans mon cœur. Que enseignons-nous à nos enfants qu'ils devaient avoir honte d'un passé dont ils n'avaient aucune responsabilité, que les secrets, les mensonges étaient la meilleure manière de gérer la douleur. Le lendemain matin, j'appelais la journaliste, acceptai l'interview à une condition, je raconterai toute l'histoire, pas seulement la partie belle, inspirante, sur le succès de l'usine, s'ils allaient raconter mon parcours, que ce soit le vrai. L'article parut en septembre 1972, 5 pages dans le magazine avec le titre « Des ombres à la lumière ». L'extraordinaire histoire d'Hélène Lebrun. La journaliste fut sensible, respectueuse. Elle n'exploita pas le sensationnalisme que l'histoire aurait pu susciter, mais se concentra sur le dépassement, la reconstruction, la capacité humaine à se relever des cendres. L'impact fut plus grand que nous n'aurions pu l'imaginer dans les jours suivant la publication. Nous reçûmes des dizaines de lettres à l'usine. Des femmes de toute la France écrivaient, partageant leurs propres histoires d'abus, de silence forcé, de peur. Elles nous remerciaient d'avoir montré qu'il était possible de survivre, de recommencer, de trouver de la force là où il y en avait, apparemment pas. Madame Cécile, inspirée par ces lettres, suggéra quelque chose qui changerait le cours final de notre voyage, créer un espace sûr pour que les femmes partagent leurs histoires, trouvent un soutien mutuel, brise le cercle du silence qui permettait aux abus de continuer génération après génération. Nous ne pouvons pas changer le passé, dit-elle, mais nous pouvons utiliser notre expérience pour changer l'avenir des autres femmes. C'est ainsi qu'en janvier 1973 naquit le Centre Hélène pour le soutien des femmes, fonctionnant initialement dans une petite pièce à l'arrière de notre usine. Une fois par semaine, les mercredis soirs, des femmes s'y réunissaient. Au début, elles étaient 5 ou 6. Bientôt, elles furent des dizaines. Elles partageaient des histoires, des angoisses, des peurs, mais aussi des espoirs, des plans, des petites et grandes victoires, même pendant les années les plus dures, quand les rassemblements de toutes sortes étaient vus avec suspicion. Nos continuamos. Nous déguisions les réunions en cours de couture ou d'artisanat d'une certaine manière. C'était vrai, nous apprenions les unes des autres à recoudre des vies déchirées par la violence, à coudre de nouveaux futurs, à partir des restes de ce qui restait. Les années suivantes furent de croissance à tous les sens. L'usine prospéra. Atteignant plus de 50 employés en 1975, le centre s'agrandit dans son propre bâtiment en 1974, offrant non seulement un soutien émotionnel, mais aussi une assistance juridique, des cours professionnels, une garderie pour les enfants des femmes qui devaient travailler. Marianne, notre fille aînée, grandit en observant tout cela à 15 ans. En 1977, elle aidait déjà au centre.
s'occupant des enfants pendant que leur mère participait aux réunions, Antoine, qui avait initialement des réserves sur notre exposition publique, devint un fervent défenseur de la cause. Quand on le questionnait par d'autres hommes, il n'hésitait pas à dire « c'est pas une question de femmes, c'est une question d'humanité ». Madame Cécile vécut, pour voir le centre, compléter 5 ans d'activité. Elle décéda en 1978, à 72 ans, paisiblement dans son sommeil. Sa dernière demande fut qu'il n'y ait pas de deuil fermé, ni de vêtements noirs à sa veillée. Célébrer la vie que j'ai eue, dit-elle dans ses derniers jours, surtout célébrer la seconde partie, celle que j'ai vraiment choisi de vivre à la fin des années 1970. En regardant en arrière le chemin parcouru, il était difficile de reconnaître dans cette jeune femme terrifiée de rive claire, la femme que j'étais devenue, les années de silence, cette période où nous vivions presque cachés à Toulouse, reconstruisant nos vies, brique par brique, avait été fondamentale, un cocon nécessaire où je pouvais guérir mi fortifier jusqu'à ce que je sois prête à émerger, à m'envoler. La peur ne disparaissait jamais complètement. Des cicatrices que le temps adoucit mais n'efface pas, certaines dates, certaines odeurs, certains sons peuvent encore me ramener des éclairs du passé. Mais j'ai appris qu'être forte ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie avancer malgré cela. Les années de silence, cette période où nous vivions presque en cachette à Toulouse, reconstruisant nos vies brique par brique, furent essentielles. C'est dans ce silence que j'ai trouvé ma vraie voix. C'est dans cette apparente dissimulation que j'ai découvert le courage de me montrer complètement, comme le disait ma belle-mère, Madame Cécile, dans ces dernières années. Parfois, nous devons nous cacher pour survivre, mais nous ne pouvons rester cachés si nous voulons vraiment vivre et vivre, pas seulement survivre. C'est ce que nous apprenions à faire. Mais la vie réserve toujours des surprises. Même quand nous pensons avoir enfin trouvé l'équilibre, et le cercle qui commença à se fermer cet après-midi à Rive-Claire avait encore un arc final à compléter. C'était en 1985, quand j'avais déjà 44 ans, que je reçus une lettre qui fit arrêter mon cœur un instant. L'enveloppe portait un cachet de Rive-Claire, un nom que j'avais pas vu écrit depuis longtemps, mais qui n'avait jamais cessé de résonner au fond de ma mémoire. La lettre était de Marie Sanders, l'ancienne épouse du comptable de Textile Vasseur. Je l'ouvris avec des mains tremblantes, craignant ce que je pourrais trouver à l'intérieur, mais c'était pas de mauvaises nouvelles. Du moins, pas directement. Marie écrivait pour me dire qu'elle avait lu mon histoire dans le magazine. Quelqu'un avait gardé cette édition de 1972, toutes ces années, et qu'inspirée par ce que j'avais fait, elle essayait d'aider une jeune femme en ville qui traversait une situation similaire. La différence, Hélène, écrivait-elle, c'est que cette fois, l'agresseur est le fils de Jérôme. Charles Vasseur, il est revenu à Rive-Claire il y a quelques années, a rouvert une partie de l'usine à plus petite échelle et répète les comportements de son père. Charles était le demi-frère d'Antoine, né du premier mariage de Jérôme. Il avait presque 20 ans de plus que Antoine. Nous n'avions jamais passé beaucoup de temps ensemble. Il vivait déjà à Nice quand je me suis mariée.
Je pouvais à peine me souvenir de son visage. J'aurais pu jeter cette lettre, répondre avec quelques mots d'encouragement, continuer avec ma vie reconstruite à Toulouse. Après tout, que devais-je à cette ville qui m'avait expulsée, à cette famille qui m'avait détruite? Mais dans les nuits qui suivirent, je ne pouvais pas dormir. Je voyais le visage de cette jeune femme inconnue, ressentais la même terreur que j'avais ressentie, voyais le visage de Charles, qui, dans mon imagination, était identique à celui de Jérôme. C'était comme si tout le chemin que j'avais parcouru, toute la guérison que j'avais obtenue n'avait de sens que si cela aidait à interrompre ce cycle vicieux. Je montrai la lettre à Antoine. Il avait 48 ans. Alors, ses cheveux montraient déjà des mèches grises aux tempes, des rides d'expression autour des yeux. Il resta silencieux longtemps. Après l'avoir lu, nous y allions. N'est-ce pas, dit-il, enfin. C'était pas une question, c'était une affirmation. Après tout ce que nous avions vécu ensemble, il me connaissait assez bien pour savoir quelle serait ma décision. Oui, répondis-je. Mais d'abord, nous devons parler à nos enfants. Marianne avait 23 ans, alors en école de droit. Directement influencé par notre histoire, Pierre, à 20 et 1 an, travaillait avec nous à l'usine, assumant déjà des responsabilités administratives. Richard, le plus jeune, à 19 ans, étudiait le journalisme. Tous connaissaient des fragments de notre histoire précédente, mais n'avaient jamais mis les pieds à Rive-Claire. Nous les réunîmes un dimanche soir après le dîner. Je racontais l'histoire complète, du début à la fin. Pour la première fois, Marianne pleura silencieusement. Pierre serra les poings avec une colère contenue. Richard prit des notes rapides. Toujours le journaliste. « Je viens avec vous », dit immédiatement Marianne. « Je suis presque avocate. Je peux aider. Moi aussi, déclara Pierre. Je ne vous laisserai pas affronter cela seul. » Richard nous regarda tous, sourit légèrement. Je pense que je viens de trouver le sujet de mon mémoire de fin d'études, le journalisme d'investigation sur les cycles d'abus de pouvoir dans les petites villes. À cet instant, regardant mes 3 enfants adultes, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était plus seulement Antoine et moi contre le monde. Kochish, nous protégeant, c'était une famille entière, forte, unie, prête à affronter le passé. La tête haute, notre retour à Rive-Claire en août 1985 ne passa pas inaperçu. Le bus nous déposa sur la place centrale. Il suffisait de regarder autour pour voir combien le temps avait transformé cet endroit. La ville avait grandi, de nouveaux magasins, des rues pavées, là où il n'y avait autrefois que de la terre, mais certains regards curieux étaient toujours les mêmes qu'il y a 20 ans. C'est elle, entendis-je une dame murmurer à une autre, en passant Hélène, du scandale Vasseur. Nous restâmes dans la petite auberge de Madame Germaine, la seule en ville. Elle nous reconnut immédiatement. Difficile de ne pas reconnaître avec Antoine ressemblant tant à son père quand il était jeune, mais elle nous reçut avec une dignité silencieuse, sans question, juste un hochement de tête, comme pour dire « il était temps que vous reveniez ». Mary Saunders nous rencontra le lendemain matin. Le temps n'avait pas été clément avec elle.
cheveux complètement blancs, un visage marqué par des rides profondes, une colonne vertébrale courbée, mais ses yeux avaient encore cette vivacité que je me rappelais, cette intelligence silencieuse. Elle nous serra chacun dans ses bras, s'attardant un peu plus avec Marianne. Tu as les yeux de ta mère, dit-elle, les mêmes yeux courageux. La jeune femme que Marie voulait nous présenter s'appelait Lucie. Elle avait seulement 19 ans, travaillait à l'usine textile de Charles comme secrétaire, tout comme moi, des années auparavant. Lucie venait d'une famille simple, fille de la blanchisseuse de la ville. L'histoire était douloureusement familière. Les compliments qui devenaient des attouchements, les attouchements qui devenaient des agressions, les menaces, pour maintenir le silence. Marianne fut celle qui mena la conversation avec Lucie dans une pièce à l'arrière de la maison de Marie. Richard resta dehors, notant des points importants pour son enquête. Pierre, Antoine allèrent à la place où les hommes de la ville se réunissaient habituellement pour sentir la température, comprendre qui soutenait Charles, qui pouvait être notre allié. Je restais dans le salon avec Marie, regardant de vieilles photos de la ville, me reconnectant avec un passé que j'avais essayé d'enterrer. Tu sais, dites Marie, la moitié de la ville pense que vous avez été très courageux. L'autre moitié dit encore que vous avez détruit la famille la plus importante ici. Et avec elle, l'économie locale. Je souris légèrement. Et toi, Marie, que penses-tu? Je pense que vous êtes arrivée juste à temps, répondit-elle. Charles essaie de se présenter comme maire aux prochaines élections. Il utilise le nom de la famille, l'héritage de son père, pas l'héritage criminel. Bien sûr, juste l'héritage commercial. S'il obtient ce pouvoir politique, en plus du pouvoir économique qu'il a déjà, elle n'eut pas besoin de finir la phrase « je compris trop bien ». Ce qui se passa dans les jours suivants fut comme un tourbillon qui balaya Rive-Claire. Ricard, avec son instinct journalistique, commença à trouver d'autres victimes, pas seulement celles de Charles, mais aussi d'anciennes victimes de Jérôme qui n'avaient jamais parlé. Marianne, utilisant ses connaissances juridiques, encore en formation, organisa des récits, fit des enregistrements formels. Pierre, Antoine eurent l'idée la plus audacieuse. Ils allèrent à l'usine textile, confrontèrent directement Charles. C'était le moment le plus tendu de notre voyage. Charles, alors âgé de plus de 60 ans, était l'image vivante de Jérôme, la même allure, le même regard de mépris, le même ton arrogant. Vous êtes revenu pour finir de détruire ce qui reste, dit-il, feignant un ton d'ironie. Ses yeux étincelants de colère. Nous sommes revenus pour empêcher l'histoire de se répéter, répondit Antoine avec un calme qui, je le savais, lui coûtait un effort énorme. Les gens parlent, Charles, et cette fois, il n'y aura pas de silence. Cela suffit à initier une véritable révolution dans la ville. Richard enregistra des témoignages. Marianne organisa ce qui deviendrait un groupe de soutien, modelé sur celui que nous avions à Toulouse. Pierre, Antoine parlèrent avec d'anciens employés de l'usine qui avaient des informations sur des irrégularités financières
dans les affaires de Charles. Le, le matin où nous devions partir, nous trouvâmes un groupe de femmes attendant devant l'auberge. Elles étaient plus de 20, de tous âges, de toute classe sociale de la petite ville. Elles étaient là pour nous remercier, partager leurs histoires, nous demander de ne pas les oublier à nouveau. Lucie était parmi elles, son visage transformé par une nouvelle confiance. « Je vais porter plainte officiellement », dit-elle, et je vais me présenter au conseil municipal aux prochaines élections. Cette ville ne sera plus gouvernée par la peur. Nous quittâmes Rêve-Clair, différent de la manière dont nous l'avions trouvé. Nous partîmes différents de la manière dont nous étions arrivés. Le cercle ne se ferma pas lors de cette visite. Au contraire, il s'ouvrit, s'élargit, se transforma en quelque chose de plus grand. Charles ne devint jamais maire. Dans les mois qui suivirent, les accusations s'accumulèrent, pas seulement sur les abus contre les femmes, mais aussi sur la fraude fiscale, l'évasion, la corruption de fonctionnaires publics, une série de reportages qui remportèrent des prix de journalisme. Marianne, après avoir été diplômée, accepta de représenter légalement certaines des victimes. Voyageant régulièrement à Rêve-Clair en 1990 textile-vasseur, qui était passé de Jérôme à Charles, ferma ses portes pour de bon, mais contrairement à ce qui s'était passé à notre époque, la ville ne pleura pas. D'autres petites industries émergeaient déjà, d'autres chemins économiques étaient tracés. L'ombre des Vasseurs se dissipait. Enfin, dans les années qui suivirent, je vis mes enfants suivre leur propre chemin, portant toujours un peu de notre histoire dans leur choix. Marianne devint avocate spécialisée dans les droits des femmes. Pierre développa notre usine en une marque ayant la responsabilité sociale comme principe. Richard fonda son propre magazine, axé sur le journalisme d'investigation. Antoine et moi continuâmes côte à côte, témoins de cette transformation avec un mélange de fierté, d'étonnement. Comment tant bien pouvait-il naître de tant de souffrances? Comment notre histoire personnelle pouvait-elle se déployer en quelque chose qui touchait tant d'autres vies? En 1995, à 54 ans, je fus invitée à donner une conférence à l'Université de Toulouse sur mon expérience avec le Centre de soutien aux femmes. J'étais nerveuse. Moi, qui avais à peine terminé le lycée, parlant à des étudiants universitaires. Mais quand je montais sur scène, vis tous ces jeunes visages, avides de connaissances, de changements. Les mots coulèrent naturellement. Il y a des moments dans nos vies, comme un sage, où le silence semble être le seul chemin possible. Des moments où nous nous cachons, où nous disparaissons à l'intérieur de nous-mêmes pour survivre. Et il y a d'autres moments, des moments cruciaux, où nous réalisons que notre voix, précisément parce qu'elle a été silencieuse si longtemps, porte une force spéciale quand elle est enfin libérée. Dans les 30 années qui suivirent, je vis le monde changer d'une manière que je n'avais jamais imaginé possible quand j'étais cette jeune femme terrifiée de Rêve-Clair. Je vis les mouvements des femmes gagner en force, je vis les lois changer, je vis la société lentement, douloureusement, commencer à affronter des vérités enfouies pendant des générations. Le Centre Hélène, comme il fut appelé, grandit au-delà de mes attentes les plus optimistes. Aujourd'hui,
Il a des antennes dans 5 régions, aide des milliers de femmes par an, offre non seulement un soutien émotionnel, mais une formation professionnelle, une assistance juridique, un hébergement temporaire. J'ai quitté la direction à 70 ans, passant le relais à des femmes plus jeunes avec de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, mais je vais encore là, chaque semaine pour des réunions avec des groupes de femmes plus âgées comme moi, partageant des histoires, tissant ensemble les fils, l'âge de nos vies. Antoine est décédé il y a 3 ans, un cancer fulgurant qui l'a emporté en quelques mois. Dans ces derniers jours, nous parlâmes beaucoup de notre voyage ensemble, de comment ce jeune couple effrayé de Rive Claire avait parcouru un chemin si improbable. Tu m'as sauvée, dit-il, tenant ma main ridée. Tu as sauvé notre famille. Quand tu as eu le courage de dire la vérité cet après-midi-là, nous nous sommes sauvés mutuellement, répondis-je, sachant que c'était vrai. Aujourd'hui, à 83 ans, je regarde mes mains, ces mains qui ont cousu des vêtements, qui ont essuyé des larmes, les miennes, celles de tant d'autres femmes, qui ont écrit des histoires, qui ont caressé des enfants, des petits-enfants, des mains qui portent des marques, tout comme mon âme porte des cicatrices. Certains me demandent, Madame Hélène, après tout ce que vous avez traversé, avez-vous pu pardonner? C'est une question complexe. Je n'ai pas de haine dans mon cœur. Ce serait un fardeau trop lourd à porter pendant tant de décennies, mais je ne crois pas non plus que le pardon signifie oublier ou diminuer la gravité de ce qui s'est passé. Ce que j'ai fait, c'est transformer cette douleur en quelque chose de plus grand qu'elle-même, comme un tissu qui se déchire et, au lieu d'être jeté et retravaillé en quelque chose de nouveau, quelque chose d'utile, quelque chose de beau. Vous me voyez ici aujourd'hui, une femme de 83 ans aux cheveux blancs, aux mains ridées par le temps. Vous pourriez voir juste une vieille femme racontant des histoires d'un passé lointain. Mais ce que vous ne voyez pas, ce que moi seul sais, c'est que à l'intérieur de ce corps vieillissant vit encore cette jeune fille de 18 ans de Rive Claire, cette jeune mère terrifiée, cette femme de 30 ans, recommençant de zéro à Toulouse, cette activiste de 40 ans, trouvant sa vraie voie. Elles sont toutes des parties de moi, elles m'ont toutes amenée ici. Et pour elles, pour toutes les autres femmes dont les histoires se sont entrelacées avec la mienne au fil de ces années, je suis reconnaissante pour ce temps qui m'a été donné, pour ce voyage qui, malgré toute la douleur, je n'échangerai pour aucun autre. Car, en fin de compte, c'est ce que nous sommes, des histoires, dans des histoires, des cycles qui se ferment, s'ouvrent, des tissus déchirés qui trouvent de nouveaux usages, de nouvelles beautés. Si vous avez aimé mon histoire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, mettez un petit cœur sur la vidéo. Cela me rend très heureuse